que je dirigeais, vous savez, on peut faire les procès à toutes les institutions du pays. Il ne faut pas exagérer. Hein. Très sincèrement, l'INS, moi aussi, quand je suis rentré, j'étais un peu dans la critique et j'essayais de voir ce qui se passait. En fait, on est quand même dans les normes internationales, même dans l'ancien régime, hein, sur tout ce qui est statistique. Alors, dans l'ancien régime, quand les chiffres ne plaisaient pas, on ne les sortait pas. Donc la communication était gérée par le régime, mais pas la mécanique technique. Donc, on ne peut pas remettre en cause la mécanique technique de l'INS. Ensuite, sur l'indice de pauvreté, on a été même plus loin. Nous avons été parmi les pays, les premiers pays, parce que ce n'est que la 5e année que le PNUD, donc les Nations Unies, ont mis en place un indice de pauvreté multidimensionnel, c'est-à-dire qui prend en compte aussi d'autres facteurs, le service public notamment, d'éducation, de santé, et pas que l'indice de pauvreté monétaire, c'est-à-dire les revenus des ménages. Et on a fini, ça a été une étude de 18 mois qui s'est finie cet été, et pour sortir qu'un foyer sur 2 en milieu rural en Tunisie est pauvre. Et quand on analyse, parce que ça on le pressentait hein, en quelque sorte, quand on analyse pourquoi nous n'avons pas réussi en Tunisie encore, c'est un problème assez important, à limiter la dispersion de l'habitat. C'est-à-dire en fait, nous avons beaucoup d'enfants qui sont à des distances très longues par rapport à l'école, et c'est l'une des raisons fondamentales de l'arrêt en fait, scolaire des enfants. 100 000 élèves arrêtent leur scolarité par an en Tunisie sur les 2 millions d'élèves qu'on a entre le primaire et le secondaire, et principalement en milieu rural à cause de la distance par rapport à l'école, la distance par rapport aux services de santé. Donc quand on intègre tout ça, on n'est plus dans le monétaire, on est dans le multidimensionnel et on trouve une famille sur 2, c'est énorme, qui est pauvre. Donc ça c'est un problème, c'est un fait qui ne va pas se résoudre en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il ne faut pas aussi politiser donc la question pour dire qu'avec ce gouvernement-là, l'INS... Ça n'a absolument rien à voir avec le gouvernement. C'est un fait, ce sont des chiffres techniques, c'est des études qui durent 18 mois. L'INS a déployé 25 000 personnes dans les familles, dans les foyers. Moi, je m'impatientais de quand est-ce que vous sortez ces chiffres. C'est comme ça que ça se passe dans les normes internationales. Monsieur le ministre, on doit attendre d'avoir fini. Donc, ils ont passé vraiment, c'est une enquête qui se passe tous les 5 ans. Donc, ils ont passé 1 année, voire 18 mois dans les ménages à mesurer la consommation, etc. Parce que l'étude est complète, elle n'est pas que juste l'indice de pauvreté, que consomment les gens, quelles sont les tendances, etc. Donc, je pense, après, dans l'interprétation des chiffres, il peut y avoir des débats politiques, ça c'est normal. L'INS est un fournisseur de données fondamentales techniques, et derrière, les analystes économiques... Les chiffres sont interprétés de la façon qu'on souhaite. Alors, on reste sur la donnée économique, et Ibrahim, je voudrais évoquer avec vous la question du plan de développement sur lequel vous avez énormément travaillé, mais jusqu'à ce jour, ce plan n'a pas été voté à l'Assemblée des représentants du peuple, bien qu'il ait été donc déposé au sein de cette Assemblée-là. Depuis le mois de mai, oui. Exactement, depuis le mois de mai. Alors, aujourd'hui... Est-ce que ce plan est quinquennal à la base? Est-ce qu'il doit être actualisé ou est-ce qu'on doit, selon vous, aller dans une sorte d'un plan triennal pour terminer ce mandat jusqu'à 2020? De fait, déjà nous l'avions démarré. Ce qui est important dans le plan, en fait, c'est l'approche. Alors moi, le mot plan, je n'aimais pas. D'ailleurs, certains des ministres du gouvernement actuel, pareil, venant du secteur privé, le mot plan, ça fait un peu régime... État dirigiste. Ou les anciens, je dirais, régimes socialo-communistes, presque le plan, etc. La Chine a sorti son plan, d'ailleurs, 2016-2020. On n'a pas trouvé d'autres mots. En fait, moi, je l'appellerais un cadre de travail, parce que notre administration, nous sommes un pays administré, hein, en tout cas on l'est aujourd'hui. Il faut un changement, peut-être que le pays sera moins administré. C'est Eshmerley, l'économiste libéral qui connaît très très bien l'économie tunisienne, traite la Tunisie d'une socio-bureaucratie. Alors moi, ce que je dirais, c'est que c'est un fait aujourd'hui que notre administration, qui a été le pilier, qui a bâti en fait cette Tunisie de l'après-révolution, c'est l'une des forces de la Tunisie. Notre administration qui a aussi fait en sorte que la Tunisie ne s'est pas écroulée après, parce que l'anarchie peut faire écrouler le pays après la révolution, eh bien, s'est habitué à avoir un cadre de travail. Donc le plan, en fait, cadre le travail de notre administration. La seule chose, ce n'est pas l'administration qui va déterminer les besoins ou les priorités des citoyens. Donc là, dans la nouvelle Tunisie, l'approche du plan a été encore plus participative que ce qui se passait avant, qui était une participation plutôt, je dirais, des administrations régionales.
25 000 personnes ont travaillé sur le plan. 20 000 dans les régions. Et ça a démarré en août 2015 et nous avons effectivement fini le travail en rythme très accéléré en mai-juin 2016. Et nous avions invité pendant le mois de Ramadan tous les députés, donc les députés de chaque région, pour qu'on voit ce qui est venu des régions comparé par rapport à ce qui est venu des ministères dans le cadre des moyens globaux de l'État, parce que c'est le budget de l'État, quelque part, le plan. Et ça a été un exercice vraiment très, très participatif. Donc maintenant, évidemment... Qu'est-ce qui gêne dans l'adoption du plan? Alors, en fait je pense... Retard Mais il n'y a pas de problème de gêne, je pense. C'est juste un calendrier qui s'est enchaîné de manière compliquée et difficile. Un changement d'exécution, il faut un cadre d'abord. Bien sûr, non, mais un changement de gouvernement qui est venu en plein été, un nouveau gouvernement qui rentre, qui a délivré un budget dans des délais constitutionnels en 5 semaines, donc ce qu'ils ont fait d'ailleurs, le budget, nous chez FR2, nous on était très critiques des choix qui ont été faits dans la précipitation. D'ailleurs, c'est pas un bon budget, hein, on va pas échapper à le reconnaître très bientôt, parce que c'est un budget expansionniste sans avoir les moyens de le réaliser. Et donc, du coup, la loi, on a une seule commission des finances à l'Assemblée qui est quand même un peu le dirigeant de tout ce qui se passe sur le plan financier. Donc, ils vont démarrer le plan le 23 janvier. Donc, ils vont ouvrir le plan. J'ai entendu ça ce week-end par notre chef du groupe parlementaire, Madame Lee Mahjoub. Donc, le 23 janvier, parce qu'elle est membre de cette commission, le 23 janvier, la commission va ouvrir. Alors, le plan, c'était 2016-2020. Si j'ai bien compris, Yassim Brahim, ils vont retarder donc l'étude de la loi, du projet de loi relatif aux incitations fiscales pour démarrer donc... non, ils ont fini le travail dans la commission. Dans la commission. Après, ils vont passer dans le plénière. Là, je parle de la commission. Donc, la commission, et nous, on avait suggéré à l'époque quand on avait présenté le plan en accord entre le chef de gouvernement à l'époque et l'Assemblée. Le plan, c'est compliqué de le passer dans toutes les commissions, on peut y passer un temps fou, donc plutôt d'organiser une sorte de séminaire où il peut y avoir évidemment tous les parlementaires, tous les ministres et les gouverneurs, avec évidemment chaque région surtout qui va pouvoir peut-être poser des questions à certains ministres. Ils seront d'accord sur un certain nombre de projets parce que ce qui est venu des régions a été accepté dans les ministères et dans d'autres, ils ne pouvaient pas. La seule remise en cause sur le plan chiffre, parce que j'ai entendu certains spécialistes disaient le plan n'est pas réaliste parce qu'il y avait 4% de croissance moyenne, etc. C'est que comme on a fini l'année 2016 moins que ce qu'on avait prévu et 2017 dans le budget et moins que ce qui était mis dans le plan, effectivement le modèle de développement, c'est-à-dire tout ce qui est chiffre finalement, va être révisé à la baisse. Donc du coup, certains projets, notamment nationaux d'envergure, peut-être ne pourraient pas démarrer dans ce plan-là. Ça, c'est une vision globale que le gouvernement actuel doit, quelque part avec l'Assemblée, mettre à jour. Et donc, du coup, effectivement, certains projets qui étaient mis en fin de plan pourraient être décalés pour le plan suivant. Donc, finalement, l'intérêt de passer le plan à l'Assemblée, c'est de donner surtout un cadre de travail pour l'administration dans les régions, parce que les gens, nous, je continue à visiter maintenant dans l'activité politique les régions, on dit oui, telle route, tel pont, tel port, tel aéroport, tel projet agricole, etc. C'en est où? On en parle depuis 2 ans, on a fait dans le plan, on a fait des groupes de travail, des associations étaient là, etc. Et on n'en entend plus parler. En fait, il faut le passer pour que les gens se rassurent qu'effectivement, on va y aller. Certains projets seront faits en 2017, d'autres en 2018, d'autres en 2019, d'autres en 2020. Mais on va y aller dans le cadre de cette législation. Alors, je voudrais évoquer avec vous aussi quelques sujets qui passionnent, je dirais, l'opinion publique, qui fait peur aussi à l'opinion publique, le retour des présumés terroristes en Tunisie. Ça, c'est un sujet sur lequel, je dirais, les politiques sont divisés, l'opinion publique est divisée également. Chez FR2, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au retour des présumés terroristes? Faut-il les laisser là-bas, les déchoir de leur nationalité si besoin est, si la loi le permet, alors que la loi ne le permet pas, ou bien il faut les faire revenir donc, et les juger en Tunisie avec un procès équitable? Écoutez, nous avons été parmi les premiers chez FR2 à sortir un communiqué sur le sujet de manière assez claire. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de débats. Nous l'avions fait suite à une conférence technique dans laquelle nous avons invité des juristes, des spécialistes des affaires internationales, parce qu'il y a un côté relations internationales très important sur ce sujet, et aussi des spécialistes des conflits, enfin des gens qui étudient de près les conflits qui se passent dans notre région, malheureusement.
Écoutez, la position est assez simple. Quand on dit, c'est dans le terme que vous avez employé d'ailleurs, présumé terroriste. Oui. Le problème, il est un peu là. C'est-à-dire que dans les affaires, nous avons même rencontré le ministre des Affaires étrangères pour éclaircir les choses. Dans les relations internationales, quand un terroriste est présumé, c'est-à-dire qu'on a quelque part des preuves qu'il est terroriste, en général, il est jugé là où il est. C'est-à-dire, finalement, le pays qui a découvert que quelqu'un est terroriste, il ne va pas le mettre dans un avion pour l'envoyer vers un autre pays pour le juger. En général, il le juge. Le régime de Bachar el-Assad ou celui irakien. Alors, le régime de Bachar el-Assad est instable aujourd'hui, c'est-à-dire, de toute façon, le régime de Bachar el-Assad, aujourd'hui tel qu'il est, s'il attrape un terroriste, je pense que ça ne durera pas longtemps avant qu'il le juge, on n'entendra peut-être même pas parler. Par contre, le problème se pose avec les autres pays, c'est-à-dire une fois qu'il est sorti la Turquie, des lieux des combats et qu'il est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Dans les relations internationales, en général, si quelqu'un est arrêté quelque part, et qu'il est présumé ou qu'on a des preuves, il est jugé là où il est. Pour ceux qui sont rentrés en Tunisie. Alors justement, donc nous, notre position a été de dire, il ne faut pas que la Tunisie, et c'est pas du tout le cas d'ailleurs, soit le réceptacle éventuel, parce qu'on ne sait pas, il y a des doutes encore, etc. Donc on va, je dirais, renvoyer chez eux des présumés terroristes prouvés, alors qu'on sait qu'ils le sont, etc. Alors que la Tunisie doit aussi, quelque part, avoir tous les éléments et surtout avoir les renseignements. Tout à fait. Et donc c'était ça la position quand on dit il ne faut pas qu'ils rentrent. Maintenant, le problème n'est pas pour cela, finalement, quand on étudie. C'est que beaucoup de gens, on n'a pas les preuves et la démonstration qu'ils sont terroristes. Ou alors c'est des potentiels, comme celui qui a commis l'acte en Allemagne. Avant qu'il commette l'acte, il n'était pas un terroriste. Par contre, les autorités allemandes savaient peut-être qu'il avait des tendances ou qu'il était, dans ce cas, il fallait l'arrêter, en quelque sorte. Et donc, et que, à la limite, même s'il est rapatrié, que l'information arrive aux autorités tunisiennes pour pouvoir traiter le cas. Donc, ce que nous disent les autorités en Tunisie, c'est que ils connaissent les gens qui sont à tendance ou qui peuvent avoir un risque, etc. Ils sont à peu près 3000, selon le ministère de l'Intérieur. 3000 qui sont partis. Après, quels sont ceux qui ont combattu, quels sont, etc. Et donc, on sent notre ministère de l'Intérieur, nos forces de sécurité en confiance par rapport à ce sujet. Et ça, c'est rassurant. Et c'est important que les Tunisiens le sachent. Et le gouvernement a communiqué, il ne sait jamais assez de communiquer là-dessus, parce que s'il y a un acquis qu'on a eu en 2016 avec le gouvernement Ahmed Bessid, c'est quand même l'acquis sécuritaire. Et cet acquis doit se préserver en 2017. Et c'est important, c'est l'un des challenges les plus importants du gouvernement Youssouf Cheb. Donc si ces gens-là, si les forces de sécurité sont en mode assurance sur le fait qu'on les connaît, on sait comment, et une fois qu'ils reviennent, si c'est des Tunisiens, on ne peut pas, de toute façon, non démontrés terroristes et qu'ils reviennent au pays, c'est un traitement qui devient un traitement sécuritaire et judiciaire. Et dans ce cas, effectivement, il faudra les isoler, les traiter, les suivre, etc. Et ce que nous disent les forces de sécurité, de toute façon, on en a dans le pays. Ce n'est pas des gens sous surveillance et qui peuvent être radicalisés et qui pourraient éventuellement se transformer. N'oubliez pas les chiffres qu'avait donné Ahmed Bessid fin 2015, quand il a dit à l'Assemblée que nous avions démonté 57 cellules de gens qui faisaient voyager les jeunes, 30 cellules terroristes, etc., etc. Donc, alors, la polémique, elle s'est mise où? C'est que tous ces gens-là, c'est quand même la période 2011-2014, où il y a eu un laisser-aller extraordinaire avec les groupes extrémistes, etc. D'ailleurs, de la part du gouvernement américain, de la part des gouvernements de l'époque, et surtout, on l'avait même subi politiquement avec les ligues de protection de la révolution, etc., etc. Donc, il y avait une vague de violence, de radicaux, dans cette période-là, et donc du coup, dès qu'on met ces sujets-là sur la table, ça devient une polémique politique légitime, mais il ne faut pas se voiler la face. Quand on fait le procès de tout ce qui se passait avant la Révolution, on a le droit, et c'est ça la liberté, de faire le procès de la gestion en période 2012-2014 et des responsables. Alors comme l'un des responsables, c'est quand même le parti qui était au pouvoir à l'époque, qui est aujourd'hui aussi au pouvoir, ça crée un problème. Mais c'est pas un problème qu'on peut s'interdire de discuter. Chacun doit assumer sa responsabilité et évoquer effectivement les erreurs faites et les reconnaître. Certains ont commencé à le faire et tant mieux. D'accord. Alors, le projet de loi sur les stupéfiants aussi, la société civile crie donc son ras-le-bol lorsqu'elle n'a pas été écoutée par la commission de législation générale. Et le problème, c'est que en essayant d'amender ou d'abroger cette loi-là,
pour peut-être plus de souplesse, là on arrive avec une commission de législation générale qui maintient donc cette donc peine de privation d'une année donc de prison, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport Ah bah écoutez, nous, chez FR Toons, depuis 2014, on se bat pour cette loi. Nous avions travaillé énormément dessus en 2014 en disant attention sur cette histoire de drogue. Et notamment de l'affaire de, on va l'appeler l'affaire de la Zatla, hein, pour simplifier. Pas uniquement, aujourd'hui on parle de aujourd'hui on parle d'héroïne, aujourd'hui on parle de cocaïne, mais la distinction n'a pas été faite aussi, c'est un premier point qui n'a pas été donc soulevé avec cette commission de législation générale. On donne donc des peines donc pêle-mêle, donc ça c'est une question, mais ça concerne tout, et c'est vrai, ça ne concerne pas uniquement Zatla. Oui, mais moi je commence par Zatla, parce que j'étais au Conseil des ministres, cette loi, comme FR Toons a travaillé énormément dessus, nous l'avions suivie de très près. Hein, et elle a été finie au sein du gouvernement en décembre 2015. Hein, donc elle est partie à l'Assemblée en janvier 2016. Hein, on est en janvier 2017. Hein, donc déjà, on peut s'interroger pourquoi une année de décalage. J'avais demandé, je me rappelle, parce qu'on a travaillé, on a demandé la séparation entre les drogues dures et les drogues légères, et le ministère de la Justice à l'époque ne voulait pas aller dans ce sens. Où il y avait, bref, des raisons techniques, même le ministère de la Santé c'était un sujet, etc. Bon. Parce que moi je dis l'affaire. J'essaie d'expliquer un peu par rapport à ça, parce que le cannabis est considéré drogue légère et non, il reste plus, je dirais, dans les urines avec le test et l'autre donc part au bout de 2 jours. Hein. Alors peut-être c'est ça la raison, mais c'est moi pourquoi je sépare Zatla du reste. Zatla c'est un phénomène qui est devenu un phénomène malheureusement de société problématique. Moi j'ai été élu en 2014, j'ai fait une campagne électorale très je dirais, profonde, proche des gens, et on parlait du milieu rural, où une famille sur 2 est pauvre, je ne peux pas vous décrire la détresse des mamans sur ce sujet. Et les mamans, c'est une détresse, c'est une peur, finalement, parce que leurs enfants sont approchés dans les lycées, dans les collèges, par justement les dealers, les intermédiaires, etc., et que quand son enfant se retrouve effectivement attrapé par la garde nationale, etc., pour être contrôlé, il y a des mamans qui me racontaient qu'elles vendaient leurs bijoux pour sortir leurs enfants dès ce stade-là, pour qu'ils ne se retrouvent pas en prison pendant une année. Donc nous, la philosophie sur cette affaire était, il faut s'attaquer, mais de manière très forte, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, aux dealers, aux intermédiaires, aux grossistes, aux gens qui sont en train de diriger tous ces réseaux et qui, eux, le font évidemment pour des raisons mercantiles proprement dit, c'est quand même des mafias globalement, que s'attaquer au premier consommateur et le mettre en prison pendant une année et détruire des familles à cause de cela. Évidemment, notre bataille a été, on n'a pas été jusqu'à dire il faut dépénaliser, etc. dans un pays comme la Tunisie, comme le nôtre, etc. Le premier consommateur, c'est pas lui la personne à attaquer. Et donc vous considérez que c'est une victime. C'est une victime d'un système. Évidemment, selon l'âge aussi, etc. La responsabilité est différente. Mais dans l'absolu, la première consommation, on peut être beaucoup plus raisonnable et surtout ne pas mettre ces jeunes en prison. Parce que ça détruit leur vie et ça détruit parfois leur famille. Ensuite, évidemment, la discussion, c'est toujours négociation entre des gens qui disent « Oui, attendez, si vous ne condamnez pas la première consommation, vous allez l'encourager, etc. etc. » Donc l'idée est de dire il faut mettre en place un processus de manière à ce que les gens, s'ils ont fait cette première erreur, ils aient le temps de se rattraper, ils prennent conscience, on peut les soigner, s'ils sont dépendants, etc., etc. Donc le débat était là autour de la loi. Maintenant, la loi a été ouverte une année après. D'ailleurs, ce soir, on est chez FR Toons, c'est un bureau politique sur le sujet, parce que notre député Hej Bchir Ahmed est membre de cette commission, pour nous dire c'est quoi ces évolutions qu'il y a eu, ce retour qu'il y a eu au ministère de la Justice, un article 16 qui a été, on remet l'année de prison, ça n'a aucun sens pour nous, évidemment, et donc on va très probablement organiser une conférence de presse sur le sujet, on doit se battre vraiment pour que cette histoire d'emprisonnement à la première consommation disparaisse, en fait, et reste dans le texte tel qu'elle était
au gouvernement donc aux dealers, à ceux qui par contre, renforcer cette attaque aux dealers et aux intermédiaires, parce que c'est là, le mal il est là, avant tout, hein, avant l'arrivée au consommateur au final, et surtout, finalement, dans l'absolu, je crois qu'il y a quelques milliers de jeunes qui sont dans les prisons aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à traiter, et donc des milliers de jeunes à la première consommation, ça n'a vraiment aucun sens. Alors, puisque vous avez évoqué donc le bureau politique d'affaires Tunis, là vous êtes en train de préparer le deuxième congrès du parti. Vous êtes en pleine préparation. Alors, vous pouvez nous raconter ce qui se passe chez FR2? Vous êtes en train de grandir? Vous êtes déjà grand? Écoutez, on grandit. Le parti a grandi. Donc, clairement, le parti commence à grandir. Comment on mesure cela? Évidemment, on mesure cela à travers son réseau. Donc, on est installé pratiquement dans tout le pays maintenant. Nous avons vraiment, alors moi je dirais la mesure, c'est que nous avons beaucoup plus de gens qui viennent naturellement maintenant à faire Tunis que des gens, alors qu'on est dans une situation où les gens sont quand même démobilisés par rapport aux politiques, sont très critiques par rapport aux politiques, et tout le monde maintenant c'est la mode, tape sur les partis politiques, et effectivement comme on ne peut pas bâtir de démocratie sans parti politique, hein, je ne sais pas s'il y a des pays dans le monde qui sont gérés autrement. Et moi, je dis toujours, les partis politiques, ce n'est qu'une petite minorité de volontaires qui s'intéressent à la chose publique de manière directe et qui peuvent prendre des responsabilités. Chez FR Tunis, les gens viennent et sont plutôt, même s'ils restent critiques peut-être de manière générale sur ce qui se passe dans notre pays sur le plan politique, FR est un peu épargné, entre guillemets, et il y a vraiment une croissance très très forte. Nous avons doublé le nombre d'adhérents de 2015 à 2016. Nous sommes maintenant à un stade... écoutez, on est proche de 10 000 adhérents. Adhérents chez nous, c'est des gens qui payent leur adhésion, suivi, etc. Et finalement, ce que je considère vraiment très positif depuis mon retour à plein temps dans le parti depuis le mois de septembre, c'est que on ressent une dynamique à tous les niveaux. Et surtout dans toutes les couches de la société. Et on a des syndicalistes qui sont dans FR Tunis, parce que des gens disent « Ah, le parti libéral, très libéral », etc. Jusqu'à tous les métiers qui puissent exister, jusqu'aux chômeurs, des jeunes. Donc une représentativité assez bonne. Cette étiquette de BCBG, white collar, donc... en fait, on nous la colle, hein, l'étiquette. Parce vous l'êtes aussi, hein, parce qu'on vous voit. Donc, vous êtes un peu BCBG, white collar aussi. Oui, enfin, merci. Mais en fait, nous sommes, nous le fruit, nous sommes mais justement, c'est un merci pour vous remercier sur le non-compliment. Donc, en fait, nous sommes, et c'est ce qu'on souhaite pour tous les Tunisiens, le fruit de l'ascenseur social tunisien. D'accord. Moi, si vous voulez, sans l'État, sans le pays, j'aurais jamais fait le parcours professionnel que j'ai fait, ayant perdu mon père l'année du bac, ma mère étant institutrice. Donc la vraie classe moyenne tunisienne, la bourse du pays pour pouvoir étudier à l'étranger. Bon, j'étais parce que j'étais scolarisé, j'étais bien classé scolairement. Et ensuite, derrière, évidemment, j'ai travaillé et effectivement, l'ascenseur social. Et chez FR Tunis, c'est ça qu'on revendique, c'est l'ascenseur social. L'ascenseur social qui, lui, aujourd'hui, est un peu perdu, est un peu en panne. Oui. Alors, l'élite, les meilleurs, etc., en général, s'en sortent dans notre pays. Mais malheureusement, le niveau d'éducation moyen est quand même remonté, mais tout le monde ne s'y retrouve pas. Le nombre d'universitaires qui sont au chômage, etc. Ce qui veut dire qu'on est en panne, mais la solution est aussi en nous. Et c'est notre génération, justement, qui, elle, a pu avoir la chance de réussir sa vie professionnelle, de réussir son parcours, de prendre ses responsabilités. Donc nous, notre mission chez FR Tunis aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on prépare ce deuxième congrès pour passer à l'étape suivante, c'est que d'amener le plus de gens capables d'être des locomotives dans la chose publique. De plus de gens capables d'être locomotives pour servir les autres. Et de plus de gens capables non seulement de trouver, parce que les idées ne manquent pas en Tunisie, mais surtout capable de rentrer dans la responsabilité du conseiller municipal, dans les municipalités, jusqu'aux députés, jusqu'aux membres du gouvernement, mais par le mérite. C'est-à-dire que ce soit plus, en 2019, je pense qu'en Tunisie, il n'est plus question d'être parachuté dans les gouvernements ou parachuté dans la Chambre des représentants. Il faut avoir fait ses preuves politiques, il faut avoir vraiment retroussé la chemise, être allé dans le terrain, travailler avec les gens, il faut aimer les gens, et effectivement être crédible ensuite en tant que... Ce congrès-là, il est prévu
pour la fin mars. Oui, du 31 mois, mars. 31 de mars, vous allez élire les structures régionales. Si vous en parlez un peu donc de ce congrès, comment va-t-il se dérouler? Bah, écoutez, en fait, nous avons, c'est un congrès, je dirais, classique, hein, c'est-à-dire que nous avons d'abord à faire aussi, au-delà des élections, des structures, un peu partout dans le pays. Vous allez vous représenter à la tête nous ne sommes pas encore, au stade bien sûr, mais nous ne sommes pas encore au stade de qui va se présenter autre. Et nous avons aussi les motions. Les motions, donc la motion politique du parti, la motion socio-économique, qui, elle, est toujours conjoncturelle et tient compte de ce qui s'est passé. FR Tounes a eu la chance d'être membre du premier gouvernement, donc après 2014, donc Habib Sid, d'être membre aussi du gouvernement Youssef Chedd. Et donc cette participation à l'exécutif apporte beaucoup de crédibilité aussi au parti et donc nous permet de mettre à jour notre vision. Parce que la vision qu'on a d'ailleurs, nous avons suivi un peu les déclarations du gouvernement et du chef de gouvernement ces derniers jours. La vision FR Tounes commence, elle est dans le plan d'ailleurs aussi, elle commence quelque part à s'imposer dans le pays en disant attention, nous ne pouvons pas continuer à avoir une politique étatiste et que le rôle de l'État doit évoluer. L'État doit se concentrer vu son manque de moyens, etc. Donc tout ça, on va le mettre à jour et on va élire nos structures de manière à commencer à se mettre en ordre de bataille pour préparer les prochaines échéances importantes du pays. Parce que tout à l'heure, vous avez dit la révolution, ce qu'elle n'a pas fait. Les gens, par exemple, en ont marre. On est dans la 7e année des ce qu'on appelle des Délégation spéciale. Voilà. Comment Délégation spéciale. Délégation spéciale, voilà. Je n'ai même plus à traduire. Donc les délégations spéciales. 7e année. Alors il y en a qui tournent, il ne faut pas démériter les gens qui se sont dévoués pour le pays et qui ont travaillé, mais c'est une minorité. Donc il faut aller au municipal. Donc c'est un sujet très important. Pour résoudre les problèmes de la Tunisie, il faut commencer par le local. Et le local, c'est les municipales, qui sera la prochaine échéance la plus importante pour le pays. Merci beaucoup Yassim Brahim, président du parti FR Tounes. Merci pour tous ces éclaircissements dont le vif du sujet prend fin aujourd'hui. Mercredi, je reçois Saïd Lahraïdi, M. Saïd Lahraïdi, qui sera mon invité, l'ancien ministre de la Santé. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Restez branchés sur les ondes d'RTC. Alors à 8h32, Denis Hachewesh viendra pour vous parler du vrai du faux, d'un sujet de santé. Ensuite, Nordine Chaouch prendra la relève pour terminer cette matinale qui a commencé déjà à 6h. Je vous souhaite une excellente journée et à mercredi. Au revoir.